Bienvenue à Z sur 7, votre Z-Podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mai et nous avons un tout nouvel épisode de Z sur 7 pour vous. Moteur industriel du pays, l'industrie alimentaire belge continue de croître en termes de chiffre d'affaires, d'investissement, mais aussi d'emploi, y compris en période d'incertitude économique. Mais tout n'est pas rose. Ralentissement de la croissance, rentabilité historiquement basse. Pour en discuter, Camille Delannoy reçoit Nathalie Guillaume et Carole Dambourg, respectivement présidente et économiste de la FEVIA, la Fédération des entreprises alimentaires belges. Globalement, il y a des bons chiffres, mais il y a effectivement un bémol, puisque la marge a atteint le niveau plancher de 2,32%, le plus bas depuis plus de 10 ans. Z sur 7, l'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Mais écoutez, l'industrie montre des chiffres toujours assez forts, puisque stratégiquement c'est le moteur de l'industrie manufacturière. On est l'industrie numéro 1 avec 102 000 emplois. Et un chiffre d'affaires de 83 milliards d'euros. Et si on regarde, c'est un secteur aussi essentiellement issu de PME, de moins de 100 personnes, puisque 95% des entreprises de 4000, sur les 4000 que nous avons dans l'industrie, viennent d'entreprises de moins de 100 personnes. Donc globalement, il y a des bons chiffres, mais il y a effectivement un bémol, puisque la marge a atteint le niveau plancher de 2,32%, le plus bas depuis plus de 10 ans, et qu'on voit également que la croissance du chiffre d'affaires est en net ralentissement. Également, net ralentissement de la croissance des emplois qui jusqu'à présent était très bon. Donc voilà, il y a des signes préoccupants qui font qu'on a besoin d'agir quelque part et de collaborer aussi avec le gouvernement sur des mesures qui peuvent aider de restaurer une meilleure situation pour nos entreprises. Et alors, un autre élément que vous avez souligné dans votre rapport, c'est la rentabilité des entreprises qui est sous pression actuellement. Elle a chuté de 36% depuis 2009. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi c'est problématique ? Et donc, cette rentabilité est assez problématique et peut-être important de parler de la cause principale de cette perte de marge. Il y en a plusieurs et la première, c'est surtout, on voit une baisse de la demande. Et ça se reflète également dans la baisse des volumes de production, ce qui est assez exceptionnel par rapport aux années passées. Et derrière, les raisons derrière cette baisse de demande sont... On voit que les dépenses alimentaires des ménages en Belgique diminuent. Ça fait 2 années consécutives. On voit aussi beaucoup de faillites en 2024. C'est une des raisons de cette baisse de demande. Les achats transfrontaliers qui continuent d'être à un haut niveau, c'est-à-dire que les Belges vont acheter en dehors de nos frontières pour aller chercher des prix, sans doute un prix plus bas. Et il y a un autre élément aussi qui peut expliquer cette baisse de demande, c'est qu'on voit une concentration de la grande distribution de plus en plus importante au niveau européen, avec des énormes alliances de distributeurs qui pèsent énormément dans le poids des relations commerciales et qui vont acheter, pas uniquement en Belgique, mais au-delà des frontières belges, et qui mettent beaucoup la pression aussi sur les grandes entreprises et sur les petites entreprises. Et si on entre un peu plus dans les détails de votre rapport, on constate que la création d'emplois a fortement ralenti également par rapport aux années précédentes, justement. Est-ce que ça aussi, c'est lié ? Oui, tout à fait, c'est entièrement lié. Il faut quand même rappeler que notre secteur reste le premier secteur industriel en termes d'emploi. Donc 102 500 emplois, c'est un emploi sur 5 de l'industrie est dans l'industrie alimentaire. Mais effectivement, c'est la première année où on crée aussi peu d'emplois. On en a créé 400 en plus. Les périodes avant la crise Covid, on en créait entre 1000 et 1500 par an. Donc on voit que la création d'emplois a nettement ralenti. Et effectivement, quand la demande est sous pression, que vous produisez moins, bien
L'emploi diminue également et ça se voit aussi en termes d'investissement. Les entreprises, lorsqu'elles parviennent à investir, le font surtout pour des motifs de réduction de coûts, d'efficience, plus que pour étendre leurs activités ou même de l'innovation. Donc on voit que effectivement cette demande qui est sous pression a des conséquences à la fois pour l'emploi et pour les investissements. Il faut savoir également que les prix des matières premières ont très très fortement augmenté les dernières années avec un pic énorme en 2022 et que nos entreprises n'ont pu répercuter que très partiellement la hausse des coûts de production qu'elles ont connus. Je parle des prix des matières premières alimentaires, mais il y avait aussi l'emballage, le transport, les salaires, etc. Et donc les prix de nos entreprises n'ont pas pu augmenter dans la même fourchette. Et donc fatalement, ça a réduit considérablement leurs moyens financiers et leur rentabilité. Et vous parlez de conséquences sur l'investissement, notamment que les entreprises privilégient l'efficience. Pourtant, c'est la durabilité qui reste le premier moteur d'investissement pour les entreprises alimentaires. Et je dirais que les deux sont indispensables. Nos entreprises veulent continuer à investir dans la durabilité et par exemple la transition vers une chaîne plus durable parce qu'elles savent très bien que les clients le demandent. Continuent, elles le demandent de plus en plus. Mais en même temps, il faut qu'elles restent compétitives. Si elles ne sont pas compétitives et qu'elles ne récupèrent pas un peu de marge, à un moment donné, l'équation ne va pas être possible. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut avoir de la marge pour pouvoir investir dans la transition de la durabilité. Et la transition en matière de durabilité est essentielle pour que nos entreprises restent relevantes et intéressantes pour les clients. Et in fine aussi générer du chiffre d'affaires et de la marge. Donc l'un ne va pas sans l'autre en fait. Et c'est parfois lié en fait justement avec notamment l'énergie. On peut parler à ce niveau-là. Oui, effectivement, si on regarde dans les investissements, on voit que dans la rationalisation, il y a un pôle essentiel sur l'énergie où à la fois on va chercher à réduire la quantité d'énergie utilisée et à la fois potentiellement à la verduriser, aller plus vers une électrification et les deux ensemble font que c'est aussi intéressant d'un point de vue coût pour réduire les coûts de production au niveau des entreprises. Donc parfois dans certains cas les deux sont liés. Et l'industrie alimentaire, elle occupe finalement une place qui est assez complexe au sein de la chaîne alimentaire puisqu'elle est à la fois acheteur et fournisseur. Ce que la FEVIA dénonce dans son rapport, c'est notamment le poids des négociations qui devient complètement disproportionné avec le rassemblement des distributeurs. C'est bien ça ? Oui. Donc peut-être intéressant de dire d'abord que 61% de la production agricole en Belgique est transformée par les entreprises alimentaires. Et si on regarde les retailers, la distribution, il y a 61% des produits qu'on trouve dans les rayons qui viennent de notre industrie alimentaire, de nos entreprises. Ça veut dire qu'on est complètement interdépendants. Ce qu'on voit effectivement, c'est que du côté agricole, il y a 36 000 agriculteurs. Du côté du maillon de nos entreprises alimentaires, on est environ 4 000 entreprises. Mais du côté de la grande distribution, il y a une concentration de plus en plus importante. Les différentes enseignes se regroupent en centrales d'achat. Aujourd'hui, on voit qu'il y a 11 alliances en Europe qui impactent toutes le marché belge et les relations commerciales entre distribution et nos entreprises alimentaires. Clairement, les PME, mais comme les grandes entreprises, ne font pas le poids par rapport à la masse et au chiffre d'affaires de ces centrales d'achat. Et aujourd'hui, quels sont les défis ? Qu'est-ce que vous identifierez comme défis pour l'industrie alimentaire ? Alors, si on regarde les défis, il y a d'abord 4 handicaps qu'on a identifiés. Il y a l'handicap salarial qui reste une réalité depuis longtemps en Belgique. On voit qu'en moyenne, on est 25% au-dessus des pays limitrophes. Donc ça nous déforce par rapport aux pays voisins. Au niveau énergétique, on voit aussi qu'on a un handicap puisque on aurait intérêt de passer à un tax shift plutôt qu'à un tax lift, c'est-à-dire de réduire la taxation sur l'électricité
et de faire attention sur la partie gaz, puisque aujourd'hui, nos entreprises utilisent à la fois gaz et électricité. Et voilà, sur la partie énergétique, c'est important qu'on réduise ce handicap énergétique. Le troisième handicap, c'est l'handicap fiscal qui a trait à tout ce qui est TVA, accises, cotisation d'emballage. Et là, effectivement, on voit que, en particulier, le secteur des boissons est complètement déforcé par rapport au secteur des boissons dans les autres pays limitrophes, ce qui stimule d'ailleurs les achats transfrontaliers. Donc, il faut absolument travailler aussi sur cet handicap. Et le dernier handicap, c'est la charge administrative. On voit que nos entreprises sont noyées de demandes administratives, que ce soit de la part des autorités, mais aussi de la part des clients distributeurs. Ça peut porter sur du reporting, sur des objectifs de développement durable, mais ça peut porter aussi sur d'autres sujets, qu'ils soient sociaux, économiques, des reportings en tous sens, ou environnementaux. Et donc, on demande clairement aux différents niveaux de pouvoir, que ce soit le fédéral belge, mais au niveau régional, les deux niveaux ont mis en place une politique industrielle forte et ils travaillent avec nous et avec les acteurs, et on demande aux trois de travailler à réduire ce handicap. Le fédéral surtout sur la partie fiscale, normes salariales, qu'absolument on implémente la norme salariale de 0%, qu'on essaie de revoir le mécanisme d'indexation ou de l'adapter un peu. Sur la partie énergétique, mais j'ai dit qu'il faut absolument d'aller d'un tax shift aller vers un tax shift plutôt que d'un tax lift qui augmente les taxes. Sur la partie administrative, réduire fortement les charges administratives partout. Et là, ce sera important que le fédéral travaille bien avec les régions dans la plateforme d'industrie pour voir où se trouvent les charges administratives. Et effectivement, une bonne chose qui a été annoncée par le gouvernement fédéral, notamment, c'est la réduction de la cotisation d'emballage. Il y a une enveloppe de 100 millions d'euros qui a été prévue. La seule chose, c'est qu'elle est prévue d'être implémentée à partir de 2027. Et or, entre-temps, il est fort probable qu'on ait une taxe sur les déchets sauvages à partir de l'année prochaine, qui va nous déforcer encore plus sur le sujet des achats transfrontaliers. Donc ça, c'est 4 handicaps clés aujourd'hui. Et alors, il y a une demande aussi, un besoin, un défi énorme, c'est sur les relations commerciales au sein de la chaîne. Comme je l'ai dit, chaque maillon de la chaîne souffre un peu dans sa profitabilité. Ce qu'on demande, c'est que on protège aussi l'industrie alimentaire face aux pratiques déloyales, pratiques commerciales déloyales. Aujourd'hui, la réglementation sur les unfair trade practices, comme on l'appelle, protège en particulier les petites entreprises. Il faudrait protéger toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, car unfair is unfair, c'est le cas de le dire. Et deuxièmement, on voit qu'il y a certaines pratiques commerciales déloyales qui ne sont pas bien intégrées dans cette réglementation, et on souhaiterait qu'elles soient bien intégrées pour protéger toutes les entreprises. Voilà. Et vous parliez tout à l'heure des achats transfrontaliers, donc ils ont fortement augmenté ces dernières années. Pourtant, dans votre rapport, vous prévoyez une très légère baisse de ces achats transfrontaliers. Est-ce que vous avez identifié les causes ? Oui, les causes en fait sont à chercher du côté des pays voisins. C'est pas du tout du fait de nos autorités à nous. Au niveau des Pays-Bas, ils ont fortement augmenté la taxation sur les boissons non alcoolisées. Donc, on voit clairement qu'il y a eu une diminution des achats des Belges aux Pays-Bas. Et également, en France, il y a eu une interdiction de promotion de type 1+1 sur tout ce qui est lessive, produits d'hygiène, etc. Donc évidemment, ça a enlevé un incitant pour les consommateurs à aller faire leurs courses en France et de remplir leur caddie avec les lessives, mais aussi évidemment tous nos produits, et en particulier tout ce qui est boisson. Donc voilà, on espère que les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, donc les 100 millions d'euros pour la réduction des accises sur les boissons light,
le café et le thé et éventuellement aussi une suppression ou une diminution de la cotisation emballage sur les eaux, ça fera de l'effet et que là ce sera vraiment une manière proactive de réduire les achats transfrontaliers plutôt que de manière réactive. Et quand on parle des pays voisins, on pense aussi à l'Union européenne et à ce grand marché unique. Donc les exportations, justement, elles sont très largement majoritaires. 73%, je pense, de nos exportations vont vers l'Union européenne. Pourtant, ces exportations belges, elles tendent à diminuer au profit des exportations plus lointaines. Comment vous l'expliquez ? On fait face, comme Nathalie le disait, à un quadruple handicap et ça se marque surtout par rapport à nos pays voisins et en particulier le handicap salarial. On doit 1 heure de travail en Belgique coûte 25% de plus que par rapport à des concurrents en France, aux Pays-Bas ou en Allemagne. On a également l'électricité qui est nettement plus chère chez nous. Donc par rapport à nos concurrents directs sur le marché européen, ça nous fait perdre des parts de marché. Tandis que en dehors de l'Union européenne, on a peut-être cette belgitude et la qualité de nos produits qui est mieux apprécié ou reconnu et donc les exportations lointaines continuent à augmenter, là où aussi le marché européen ou certains pays membres du marché européen se replient de plus en plus sur ce qu'on appelle le gastro-nationalisme avec des drapeaux qui fleurissent un peu partout. Donc voilà, on est sans doute plus pénalisé sur un marché européen censé être unifié que par rapport à des pays destinations plus lointaines ou plus exotiques. Alors un autre marché qui est très très important, c'est les États-Unis, notamment pour certaines entreprises. Là aussi, c'est un peu compliqué, puisque Donald Trump a annoncé des tarifs douaniers avant de faire marche arrière et de les mettre sur pause. On n'est toujours pas sorti d'affaires, ça peut toujours revenir à tout moment. Est-ce que ça vous inquiète concrètement et qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr, les tarifs douaniers ne sont bons pour personne, donc bien sûr qu'il y a de l'inquiétude, beaucoup d'incertitudes, avec également des conséquences plus indirectes sur le prix du pétrole, de l'énergie, etc. Donc bien sûr, ce climat d'incertitude est vraiment pesant. Maintenant, les exportations vers les États-Unis représentent environ 2,5% de nos exportations totales, donc globalement, ça reste un marché, un marché moins important, on va dire, que le marché de l'Union européenne, mais pour certaines entreprises, ça peut représenter une très grande partie de leur chiffre d'affaires, et donc, bien sûr que ça nous préoccupe, et en tout cas, qu'une guerre tarifaire ne soit pas enclenchée entre les États-Unis et l'Union européenne. C'est la fin de ce tour d'horizon signé Nathalie Guillaume et Caroline Dambourg. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode de Z-Podcast. On se retrouve demain pour vos analyses quotidiennes accompagnées de la rubrique Tech de Trends Tendance.